Salut les swing dancers, c'est Julien pour Blabla Swing. Aujourd'hui, on est en présence de Vinny de Grenoble. Salut Vinny. Salut. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, te présenter s'il te plaît? Alors, mon vrai prénom c'est Vincent. Vinny c'est mon nom de scène Lindy, mais j'en parlerai un peu plus tard comment il est arrivé. Et je suis le fondateur de l'association Grenoble Swing à Grenoble. Et là, on est au GSDF, le 15e, que j'organise encore avec une équipe soudée. Et à côté, je suis informaticien et je travaille dans Grenoble Swing en tant que bénévole. Mais je donne aussi des cours à côté en tant que professionnel en Lindy Hop et en Balboa. Ouais. 15 ans déjà. De GSDF, oui. Ouais. 16 ans pour l'association Grenoble Swing l'année prochaine. Dès la fin de la première année de Grenoble Swing, on a créé le premier GSDF. C'est chouette parce qu'en France, il n'y a pas énormément de structures qui ont une telle longévité en fait. C'est vrai, on m'en a parlé il n'y a pas plus tard qu'une heure. Je parlais avec Enrique et Johanna, ils disaient il y a peu de festivals qui ont duré aussi longtemps. Ouais. Alors, si à Paris, il y a les Foodie Swing, ils ont Ouais. quand même depuis très longtemps et ils continuent. Mais il y a eu des gros trucs qui ont duré un certain temps et qui n'existent plus maintenant, dont on s'est inspiré d'ailleurs au début. Lorsqu'on ira à travers l'historique, on en parlera. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des choses qui durent depuis longtemps, mais faudrait regarder un des plus vieux qui tient encore la route. Ouais, qui tient, qui dure, qui lâche pas, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ben ouais, justement, on va faire des petits sauts dans le temps. Un des buts de Blabla Swing, c'est d'aller explorer les personnes, les structures, les organisateurs, les danseurs, les musiciens qui ont posé des pierres sur l'édifice swing en France et ailleurs, et de voir un petit peu comment tout ça s'est monté un petit peu. Parce que souvent, on débarque dans la scène et puis on n'en voit que l'immédiateté. Et c'est difficile d'avoir des infos, des traces écrites, audio, vidéo, de tout ce qui s'est fait avant. Et donc moi, j'essaye de partir à la rencontre des gens qui ont contribué à monter des scènes, à faire ce que le Lindy Hop est en France à l'heure actuelle. Et Grenoble est hyper important, et tu es hyper important. C'est gentil. Mais c'est vrai, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Les gens pourront se cultiver à ce sujet-là et apprendre des choses et voir ce qui a été fait par le passé et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de l'arbre généalogique qu'Anne-Hélène avait entamé. Si. D'ailleurs, on avait essayé de travailler dessus. Ça s'est un peu mis en stand-by. Je ne sais pas s'il a été terminé ou s'il y a eu quelque chose qui était montrable. On avait essayé sans froisser personne et sans oublier personne, ce qui est le plus compliqué, d'essayer de créer quelque chose. Et c'est vrai que j'étais au début, j'en ai plus entendu parler, je sais pas du tout où ça en est, cette histoire. Mais ce serait un truc qu'il faudrait terminer, en fait. Ouais. Et peut-être que ce que tu es en train de faire pourrait aider à... Tiens, maintenant qu'on a en plus les interviews, on va peut-être pouvoir commencer à faire des choses... Ça se veut aider à y voir un peu plus clair aussi. Et alors, sur ce document, il y a Franck Balbin de Lyon qui a lancé les premières moutures, puis les Trois Mousquetaires. Bien sûr. Puis, je crois, ça y est, t'arrives. Est-ce que j'arrive tout de suite après? Alors, il y a Anne-Hélène et Bernard, Terence au début, et moi assez rapidement après, oui. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé en Angleterre. Voilà, ouais. Alors, si je commence à prononcer ce mot, est-ce qu'on démarre par l'histoire? Allez, c'est parti. C'est parti. D'où c'est parti tout ça? D'où c'est parti pour moi. Alors, c'est parti en Angleterre. Quand j'ai voulu être étudiant un peu plus longtemps, je suis parti faire une thèse en Angleterre, avec comme idée de faire la thèse quand même, mais aussi, je n'avais pas été étudiant assez longtemps à mon goût, j'en ai pas assez profité. Et plutôt que de gagner de l'argent immédiatement, parce que j'étais ingénieur informatique, pourquoi pas aller étudier à l'étranger et puis être étudiant et découvrir d'autres trucs. Et j'avais dans ma to-do list, quelque part, apprendre à danser en couple. J'étais toujours un peu jaloux des gens qui savaient faire danser une fille, la promener sur la piste. En tant que savoir-faire, en fait. En tant que savoir-faire, savoir réparer une voiture, faire un peu de ci, peu ça. Tiens, to-do list, monter l'Everest, des machins à la con comme ça. Et j'avais ça dans ma liste. Et puis j'ai aussi mon frère, j'en parlerai un petit peu plus tard, qui lui maintenant est professionnel à Paris, qui faisait du rock'n'roll avec ma sœur et puis avec d'autres partenaires. Et je le voyais en compétition. Et je trouvais ça assez cool, parce que j'aimais pas particulièrement cette danse, mais j'étais assez impressionné et ça m'a donné un peu envie. Mais je voulais pas faire ça particulièrement, mais quand je voyais des gens qui dansaient la salsa et des choses comme ça, je disais ça, j'aimerais bien pouvoir faire ça un jour. Et quand je suis arrivé en Angleterre, c'était quand même un vivier pas possible pour faire plein d'activités. Les universités anglaises sont fabuleuses pour ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Et j'étais dans quelle partie d'Angleterre? J'étais à Leeds en Angleterre. Leeds. Ah, d'accord, ouais. Et j'ai commencé tout de suite à faire de la salsa dès la première année où je suis arrivé. Et j'ai fait de la salsa et j'en ai fait très longtemps. Et j'ai été prof de salsa même. J'en ai fait tellement longtemps. Je suis un salsa à la base.
à la base. Et ce que j'aimais bien dans cette danse, et ça aussi je retrouve dans le swing, c'est le côté social. Il y avait des clubs de partout. Et en France, je pense que la salsa, c'est le numéro un. Ah ouais. On peut danser même dans des petites villes, quasiment tous les jours de la semaine. Il y a des clubs de partout et c'est extrêmement social. Et la musique est entraînante. Et, bon, je reviendrai après sur l'identification. Je ne me reconnais pas trop dans cette culture. Mais c'était quand même assez sympa. Et les mouvements à foison, il y avait quelque chose de très ludique et excitant dans cette danse. Et j'en ai fait très très longtemps. Et ça m'a pas suffi, je sais pas pourquoi. Et j'ai voulu faire autre chose. Et il y avait aussi les danses de salon à l'université de Leeds, les 10 danses. Et j'ai commencé à me lancer là-dedans. Et immédiatement, ils nous mettent à la compète tout de suite. Et tous les mois, j'avais une compétition en Angleterre. J'allais dans une autre université. On avait des compètes. Donc le concept de la compétition m'est arrivé tout de suite. Donc je suis très compétiteur parce que pour moi, ça va avec. Mais il n'y avait pas l'aspect social dans le ballroom, il y avait toujours un petit peu de danse sociale, mais c'était avant tout des compétitions, des pratiques de séquences, même si c'était très intéressant, et j'en ai fait assez longtemps, ça ne me suffisait pas non plus, et j'ai découvert autre chose dans la ville de Leeds, alors là, pas à l'université, quelque chose qui s'appelle encore ce rock, qui est en fait une danse qui imitait des Français, probablement le rock lyonnais ou quelque chose comme ça, une simplification du lindy-hop probablement, où les passes c'est pas très important, ce qui compte c'est les passes, avec des grands mouvements de bras et des signaux, et ça a même été déposé comme marque, ce rock, et tu dois payer 10% au créateur, c'est un truc australien-anglais, et tous ceux qui veulent appeler ça ce rock doivent reverser de l'argent. Ah ouais. Et il y a des profs agréés qui ont il fallait apprendre des mouvements et les savoir les faire et les signer pour pouvoir les danser. Mais c'était extrêmement social. En 1 heure, on a un cours, on connaît quelques mouvements, on peut danser toute la soirée. Et c'était assez fabuleux qu'il y avait un cours suivi d'une soirée. Et ça, c'était génial. Et même si j'aimais particulièrement la façon dont c'était dansé, parce que je faisais du danse de salon, j'étais déjà avancé à l'époque, je trouvais ça un peu limite comme pas, mais c'était extrêmement social. Un peu comme la salsa, et ça dansait immédiatement après. Je trouvais ça fabuleux. Et là, une dame m'a dit, il faut que je te montre un truc. Et cette dame s'appelle Jackie Prescott. Donc, Jackie, je suis désolé, je le parle en français, je pensais que j'allais le faire en anglais, mais je sais que tu comprends le français, donc je te nomme dans cette interview Jackie Prescott qui dit, Vincent, je t'emmène, viens voir avec moi. Elle m'emmène dans une ville proche de Leeds qui s'appelle Sheffield. Elle me dit, je t'emmène à un truc. Et il y a Sue Freeman, je vais prononcer le nom, qui fait un cours de lindy, débutant et avancé. Et immédiatement, je me dis, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et elle me dit, cette prof, je vais l'amener à Leeds, elle va donner des cours toutes les semaines, viens le faire. Et bien sûr, ça, je l'ai ajouté en plus, parce que j'ai rien arrêté à côté, j'ai fait ça en plus. Il y avait un cours dans la semaine, tous les soirs, toutes les semaines, j'allais à ce cours qu'elle avait créé pour les gens de Leeds, avec Sue Freeman, lindy débutant et intermédiaire, et bien sûr, soirée dansante juste après, dans un bar. Et là, petit à petit, ça a commencé à prendre tout. Et j'ai arrêté les danses de salle, donc j'ai continué assez longtemps. Et la salsa, et j'ai fait plus que ça. C'est souvent, le swing, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Et pourtant, j'en voyais qu'une petite partie. J'ai découvert, alors je vais avancer sur cette histoire, donc au début, je pensais tout connaître avec cette prof. Et puis arrivé l'aspect vidéo qui est très important dans l'évolution du swing, les vidéos internet, ce qui s'est passé, des choses très intéressantes. Donc à l'époque, parce que là on parle il y a très longtemps, je ne mets pas de date, parce qu'on va sûrement mettre A plus B et savoir de quelle date je parle, mais c'était il y a très longtemps. Et à l'époque, si on voulait voir des vidéos, c'était la cassette VHS qui passait de main en main et que je copiais. Et j'ai rencontré un danseur américain et il m'a filé une cassette avec des extraits de compétition américaine. Et il dansait complètement différemment de ce que j'avais appris en Angleterre. Ouais. Mais c'était tellement cool. Et je voulais faire ça, et je voulais rencontrer ces gens-là. Et quelques temps après, cette même Jackie Prescott me dit « Tiens, j'ai un billet d'avion que j'utilise pas, je devais emmener une copine, je t'emmène à un endroit en Suède, viens avec moi. » Et je lui dis ouais, « Cool, c'est où ça ?» C'est un autre camp, c'est un peu comme Jumping at the Outside, où on devait aller... j'en parlerai un peu après, parce que Jumping at the Outside, c'est une sorte de référence pour moi par rapport au GSDF. Et elle m'emmène à Stockholm, on prend une navette, et on part à 1 heure de Stockholm, 1h30 en navette, et on arrive à un endroit merveilleux, que je suppose que les gens savent ce que je vais dire ensuite, et c'est Erang. Et là, la claque. J'y suis resté 4 jours, j'ai pas pris de cours, j'étais juste là invité, j'étais dans une maison, et le soir, j'allais là-bas, je voyais ces meetings, ces gens qui dansaient jusqu'à le matin, et après, les cours qui s'enchaînaient, cette sorte d'atmosphère woodstockienne, et le swing à 100%, et des gens incroyables, merveilleux. Tu me redonnes les frissons, là. Des noms, je vais balancer, un mec qui s'appelle Kevin, Peter Loggins, Frida, déjà à l'époque, il y avait Frida, Pascal tout de suite, et je crois que j'ai très peu dansé, je me suis assis dans un coin et je regardais ce qui se passait, et puis j'allais de salle en salle, j'ai pas dormi, je suis rentré, je me suis dit mais c'est...
Et j'y suis retourné à cet endroit, je crois, les 10 années suivantes, tous les ans, au moins une semaine. Et je faisais les cours quasiment à chaque fois. Et voilà, donc j'y reviendrai un peu parce que c'est comme un point important, Erang. Pour beaucoup. Hein. Et en Angleterre, il y avait un stage, il y en avait plusieurs, mais il y en a un où j'ai commencé à faire tout de suite, qui s'appelle Jumping at the Woodside, qui est à Gloucester en français, qui est là où ils ont filmé Harry Potter. Ils ont utilisé la cathédrale pour les scènes. Et il y a un cours qui s'appelle Jumping at the Woodside, où le concept, c'est il y a plein de professeurs invités, donc un peu comme Erang, mais 4 ou 5, et les gens vont dans toute la ville, dans le grand quartier de la ville, où il y a des salles de danse, et ils vont de salle en salle pour avoir des cours toute la journée, et les soirées au même endroit, avec des orchestres et tout ça, et puis un show, un mec assez exubérant qui s'appelle... comment il s'appelait le responsable de Jumping at the Woodside? Bon, si ça me revient, je dirais. Qui est un ancien comédien, ça se voyait, et qui prenait le micro, et qui était toujours déguisé, il faisait vibrer tout le monde, il avait des super danseurs autour de lui, et il y avait un show, il y avait non, il n'y avait pas de compétition. Et c'était, voilà, ambiance, et j'ai trouvé ça génial. Et j'y suis allé tous les ans pendant tout mon séjour en Angleterre. Et puis j'ai commencé à voyager, parce que je voyais bien qu'il se passait des choses ailleurs, à Barcelone, en France, Montpellier, Toulouse, New York, Boston, Suède, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des choses en Allemagne à l'époque. Et je prenais l'avion et j'étais thésard, donc je pouvais facilement m'absenter quelques jours sans problème. Et j'ai commencé à dépenser tout mon fric, à voyager et à rencontrer et à suivre. Tiens, il y a Kevin et Carla à tel endroit. Kevin et Carla, nom très important dans l'histoire du swing qui a inspiré tellement de gens. Max Pietruzzella, bien sûr, il arrive à Erang. Terence Linsolas, qui l'avait repéré à Montpellier, avec Thomas, l'ont amené à Erang parce qu'il fallait qu'il aille voir ce qui se passait là-bas. Ça faisait 6 mois qu'il dansait et déjà ça se voyait. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais à Erang, c'était ma 2e ou 3e fois, et il y avait un groupe de Français, donc il y avait Terence, je connaissais pas Terence, et on me présente ce petit jeune là qui a 16 ans, qui s'appelle Max, et il dansait un peu boogie, parce qu'il avait commencé par ça, et puis il faisait du ligne depuis quelques mois. Et il y avait une compétition de face qui continue à faire régulièrement à Erang, et là il a tout explosé. En fait, il est rentré en section boogie, mais il dansait face à des professionnels, et tout de suite, je l'ai repéré, j'ai essayé d'être copain avec lui, et puis comme je commençais à organiser des choses à Leeds, je l'ai fait venir pour lui dire tiens, tu peux pas enseigner. Je sais qu'il n'était pas officiellement pro, il faisait rien. En fait, il faisait rien de sa vie, je crois qu'il y avait que ça. Il dansait et il y avait que ça qu'il pouvait faire. En fait, il me racontait il savait voler des voitures, c'est tout ce qu'il savait faire. Et il a trouvé ça et ça l'a transformé en quelque chose d'autre. Et je l'ai fait venir à Leeds et j'ai fait un stage. Je me disais il faut que ce gars vous le rencontriez. Et quand je suis arrivé à Grenoble, le premier stage que j'ai organisé, c'était de faire venir lui avec sa partenaire qui était Alice à l'époque. Et il était difficile de ne pas voir qu'il y avait quelque chose de... Il y a une légende qui, quand j'allais beaucoup danser à Montpellier aussi, parce que étant à Aix-en-Provence, je suis pas très loin, qui voulait que Max n'ait jamais été débutant. Plusieurs personnes m'ont dit ça. C'est extrêmement intéressant comme concept. Il a probablement été débutant, mais je pense qu'il a tout de suite vu qu'est-ce qui faisait que la danse était bien, et il a tout de suite eu l'attitude qu'il fallait. Et je pense que même quand on a vu l'évolution, quand on voit des vieilles vidéos où il danse, oui, c'est que là, c'est pas le même niveau que ce qu'il a après, mais tout de suite, il avait la posture, l'attitude, peut-être la mentalité du danseur, l'arrogance, on va dire, qu'il fallait avoir pour dire je vais me montrer, et c'est ça, il faut montrer quelque chose de beau, se mettre en valeur, et il a tout de suite su ce qu'il fallait faire, et surtout, c'était un sacré bon voleur, quoi. Il voyait un truc une fois, il le prenait, il le transformait en quelque chose de mieux, et c'était certains profs américains l'ont détesté au début, juste pas ça, il avait le surnom du voleur, le swing burglar ou quelque chose comme ça, parce qu'on lui montrait un mouvement, il le piquait, et il m'utilisait moi, parce que moi j'utilisais beaucoup, j'avais une caméra vidéo, et il me disait filme cette personne, et après je refilais les vidéos. Dès que Sky est arrivé, Max a été même s'il le disait pas, mais il était en admiration, il a tout piqué à tous ces gens-là, mais il était en admiration devant eux, et il voulait récupérer des données, et je filmais, je lui filais tout, et il regardait, et il le voyait, il le transformait, et après ça... On est tous comme ça, hein, quelque part. Même Frankie Manning, il le disait, je suis le grand voleur, tu me le montres une fois, je te dis bravo, tu me le montres 2 fois, c'est à moi. Et oui, et même tous les old-timers, ils faisaient ça, quoi. Et Max a su faire ça, et il volait tout, et il le transformait, et il a créé son style là-dessus. Et donc, je l'ai encouragé, et d'autres ont suivi derrière, et voilà. Et donc, il fallait à un moment donné que je parle de Max. Et, oui, il a été important pour toi dans ton parcours. Au début, dès je me suis rendu compte que moi, je voulais
quand je voyais ces danseurs dire un jour je pourrais peut-être faire comme eux, faire ce qu'ils font, voyager et tout ça. Je disais, est-ce que je pourrais le faire à côté? Est-ce que je pourrais être à leur niveau un jour en m'entraînant peut-être? Dans ce salon, on me disait, ouais, en travaillant 4-5 ans, en faisant que ça, tu peux arriver à avoir un niveau professionnel là. Et quand j'ai vu Mac, je me suis dit, non, il y a des gens qui peuvent arriver en haut et d'autres qui seront toujours un peu en dessous, il faut s'y habituer. Et ça te remet en place en disant, peut-être tu peux devenir bon, mais ceux qui seront tout en haut, au départ, ils ont quelque chose. En fait, je me pose toujours la question, est-ce qu'il est possible d'arriver à un haut niveau? Est-ce qu'on peut devenir Federer juste parce qu'on a envie? Ou non, est-ce qu'on courra comme Usain Bolt juste parce qu'on s'entraîne? Non. Je sais pas. Est-ce qu'on peut, quelle est la barre à la perle de l'océan? Est-ce qu'on peut passer au-dessus de cette barre où on sera toujours en dessous? Est-ce qu'on peut s'en contenter? Est-ce qu'un professeur dans le top, enfin je sais pas, on parle de top 10, on parle de ILHC Invitational niveau, des choses comme ça, mais il y a quand même, ils ont quelque chose à la base. Et quelqu'un en 6 mois, tu vois ce qu'il sait faire, ça te remet en place et c'est intéressant de se dire, bah voilà, eux ils vont y arriver tout de suite, est-ce que je serai à la traîne derrière? Donc et ça m'a un peu placé comme organisateur d'événements, promouvoir les autres et essayer de moi de me placer si je peux et essayer de m'entraîner et faire ce qu'il fallait, mais ça a été important de voir que voilà, Max existe, donc moi je suis dans une autre catégorie. Ça nous replace. Et alors du coup, si on repart du parcours de l'Angleterre, de Leeds, quand tu termines tes études là-bas, je suppose. J'y suis resté 4 ans en tant que thésard et j'ai travaillé 2 ans en plus dans un labo de recherche en postdoc. Donc j'y suis resté 6 ans. 6 ans et pendant ce temps-là, j'ai quoi. dansé tout le temps. Donc j'ai commencé par danser, apprendre, et ensuite j'ai créé une société qui s'appelle, au début ça s'appelait Zoot Society. J'ai créé un site web sur lequel je numérisais, alors il faut que j'en parle, je numérisais les cassettes que je récupérais à droite et à gauche. Ah, cool. Et avec les sous de l'association, j'achetais les compétitions, les ALHC, tout ce qui était en VHS et qui coûtait très très cher. C'était 1000 francs. Enfin, c'était super cher et on pouvait pas. J'achetais ça et je le numérisais et je le mettais en ligne. Et comme je me disais, si ceux qui filmaient se rendaient compte de ce que je faisais, j'allais avoir des problèmes. Donc les gens ne pouvaient pas accéder aux vidéos. Il fallait qu'ils m'expliquent pourquoi ils voulaient accéder aux vidéos. Il y avait un code et je leur donnais un mot de passe et je leur donnais le mot de passe que si jamais ils m'expliquaient quel était leur parcours de swing. Et c'était authentiquement officiellement pour savoir qui faisait quoi. Mais en fait, surtout, je voulais vérifier si c'était pas des organisateurs d'événements qui allaient me faire des problèmes après. Donc tous ceux qui m'ont expliqué leur parcours, je m'excuse d'avance, c'était juste pour vous identifier et pas donner le mot de passe à la mauvaise personne. Et il y a des gens comme Juan, qui plus tard, il n'y a pas si longtemps, encore me disent c'est grâce à toi et ton site que je me suis mis à fond dans le swing parce que j'avais un vivier de vidéos qui était très cher à obtenir et tu me mettais tout en ligne gratos pour ceux qui voulaient et j'ai pu progresser grâce à ça. J'étais pas tout seul à le faire, il y avait aussi Alf de Norvège qui avait un site identique au mien qui lui aussi mettait plein de vidéos et à deux on a mis en ligne, c'était du piratage mais il y avait pas YouTube. C'est du piratage aujourd'hui parce que voilà, YouTube, n'importe qui filme la moindre compétition, qui filme le moindre truc, le moindre showcase et qui le met en ligne. Alors maintenant les organisateurs comptent là-dessus, mais à l'époque ils faisaient une partie de leur beurre sur la vente des vidéos VHS et DVD après. Et c'était pas bien vu de pouvoir les récupérer gratuitement. Mais elles étaient un peu chères ces vidéos quand même. Donc moi je les mettais à disposition parce que je disais ce que j'ai vu ça m'a inspiré pour la vie et si vous pouvez pas rencontrer ces gens-là, moi je vais vous les montrer. Il faut que vous voyez. Et je me disais si vous avez votre professeur locaux c'est cool, mais si vous voyez pas ce qu'il y a à côté et c'est cette diffusion des vidéos, ça a changé l'aspect du Lindy dans le monde parce que avant on pouvait dire toi tu viens de telle ville, tu viens de tel pays. Parce que tu danses en fonction de ce que tu vois autour de toi, et depuis que ça s'est démocratisé, ou que n'importe qui peut voir ce qui se fait dans les autres pays, ça a pas mal uniformisé, pour un bien ou pour un mal, le Lindy dans le monde, parce que tout le monde sait comment tout le monde danse, et il n'y a plus trop ces zones où les gens dansent d'une certaine façon. Tu as vu cette de Ryan de Ryan François, c'est un il a pointé. Je le mettrai en lien dans. Tu l'as interviewé, Ryan? Non, mais je mettrai en lien dans la description de l'épisode. C'est une vidéo importante. Ça fait déjà 2 fois dans Blabla Swing que des interviewés en parlent, et donc je vais la mettre pour. Donc oui, Ryan a pointé cette histoire de la vidéo qui a changé la spécificité de chacune. Personne avait un style d'une ville. C'était charmant comme concept. Mais par rapport à ce que la vidéo a fait de bon à côté, c'est un mal pour un bien. Donc après quand YouTube est arrivé, des fois j'ai retrouvé certaines de mes vidéos qui se sont retrouvées sur YouTube sur des gens. Bon, je me dis bon c'est de bonne guerre. Je dis mais c'est moi qui l'ai filmé parce que j'ai quand même passé pas mal de temps avec mon caméscope à voyager dans le monde, à me mettre au premier rang, à être à Harlem en plein cagnard face
face à une compétition en pleine chaleur et de rester immobile pour avoir la plus belle vidéo possible. Ouais. Et je me dis, ça, je le fais pour moi, mais aussi pour tout le monde. Et il y aura des vidéos. Un jour, il faudra que je renumérise tout ça parce que je les ai en bonne qualité quelque part dans mes cartons. Et j'ai trouvé des vidéos très faible qualité qui traînent sur YouTube. Et c'est dommage quand même parce que je les ai de meilleure qualité quelque part. De voir Sky au début qui danse à Harlem sur des compétitions et Peter et Naomi et tout ça. Et donc, je voilais les vidéos, mais je les faisais aussi moi-même. Je m'excuse, mais tout le monde le sait, c'est qu'à une époque, je filmais en social aussi. Je me mettais dans un coin avec ma petite caméra, pas forcément sur ordre de Max, mais parce que moi aussi je voulais, et je filmais les gens. Et je sais qu'il y a des gens qui détestaient ça. Et je me suis fait engueuler par Skype plusieurs fois en disant mais pourquoi tu me filmes, ça se fait pas. Et je sais pas ce que tu fais de ces vidéos en plus, ça se trouve tu les vends et tout ça. Et pour m'excuser, un jour je lui ai fait une compilation et je lui ai dit voilà toutes les vidéos que j'ai filmées toi, tiens ça te sera peut-être plaisir. Et je lui ai filé un CD. Je sais pas ce qu'il en a fait. Mais c'est vrai que cette vidéo je l'ai gardée pour moi, mais je l'ai montrée à Max et peut-être qu'il s'en doutait un peu parce que Max lui piquait plein de trucs et j'ai contribué à ça parce que les vidéos je les montrais à Max et Max il s'en servait pour voir un peu comme quand Sky, parce que Sky bosse en social, il essaie des choses et il les montrait pas forcément en compétition tout de suite. Et c'est vrai qu'on voyait ça avant et ils aiment pas. Et je le fais plus. Je filme plus en social. Il y a une inversion de la vapeur parce que il y a un Russe, Slava, qui fait ça justement, dont le but c'est il filme en mode voleur du social. Et en fait, c'est magnifique. C'est super beau à voir. C'est super, mais je comprends parce que je le fais aussi moi. C'est qu'en social, des fois, tu expérimentes des choses et tu n'as pas envie que ça soit ces moments-là. Déjà, tu as envie de le garder secret parce que tu expérimentes et tu sais pas. Et puis, c'est pas un moment où tu as envie qu'on te filme. Tu sais, quand on te filme, tu es en compétition, tu es en démonstration. Et je comprends, même s'il y a des choses superbes qui se passent et que des fois, on regrette que ça soit pas filmé. Peut-être, personnellement, certains disent c'est dommage que là, j'ai pas été filmé parce que peut-être que je pourrais jamais le refaire. Mais j'ai pas mal abusé, mais moi j'adorais ce que j'ai vu à Erang la première fois, j'avais envie de le garder pour toujours, et il n'y a que mon cerveau, et j'ai beaucoup filmé pendant social avec ma caméra, et je me suis fait engueuler plein de fois, et voilà. Ouais, je comprends les deux côtés en fait, mais il me semble que la vapeur est en train de s'inverser. On est en recherche. Les compétitions d'authenticité peut-être sont partout sur YouTube, du carré. Et le problème, c'est qu'il y a une espèce d'uniformité des vidéos de Lindy Hop que l'on voit. Justement, Et est-ce que toi, t'as déjà été filmé comme ça quand tu dansais en social et puis genre en mode grisou après en regardant le résultat et en disant bah disons merde, t'aurais pu me le dire que tu me filmais. C'était arrivé à toi aussi? Moi, à dire à quelqu'un que quelqu'un me filmait? Ouais. Non. Déjà parce que je pense que personne me filme en social. Et je sais pas comment je réagirais. Je comprendrais que si j'ai en train d'expérimenter quelque chose, que ça m'embête. Mais en fait, la plupart du temps, on a l'impression qu'en social, on danse bien. Et c'est pas mal d'avoir un reality check. Donc, si quelqu'un m'a filmé, j'ai dit tiens, montre-moi ce que t'as filmé parce que je vais voir si c'était bien. Peut-être que ça serait intéressant, même si les gens danseraient différemment, si dans les soirées sociales, il y avait une caméra qui filme toute la soirée. Et puis le lendemain, quelqu'un dit ah bah tiens, à un moment donné, je crois que j'ai eu une belle danse avec cette personne et est-ce que je peux voir et à quoi ça ressemblait, puis avoir un petit souvenir parce que cette personne, je la reverrai plus jamais ou des choses comme ça. Ça peut... Mais bon, il faudrait marquer partout que les gens sont filmés et peut-être que les gens danseraient différemment, ça serait moins libre. Mais c'était le point que je voulais aborder tout à l'heure, c'était que en fait, l'avènement de YouTube a été formidable et a permis vraiment d'élever le niveau général du Lindy Hop et des danses swing en général, un peu partout. Mais c'est vrai que l'essentiel de ce qui est proposé, c'est d'entrée de jeu des choses très très élaborées, du showcase, de la compétition de gens très aguerris qui ont l'habitude et qui font des choses waouh. Et en fait, on a que ça. Maintenant, on a aussi les petits groupes locaux qui font des petites chorégraphies et ça permet de voir aussi toutes sortes de niveaux. Ouais. Ou alors tu vas le plus en termes de moins préparé? En fait, dans le contenu proposé sur YouTube, la communauté swing, que ce soit un utilisateur, une structure, n'importe, quand il publie des vidéos sur YouTube, il ne publie que des vidéos de compétition, de choses très élaborées, cadrées, répétées, etc. Et il y a très peu de vidéos de danse sociale. Et c'est pour ça que je te disais que depuis quelque temps, j'entends pas mal de personnes dire qu'elles aimeraient bien voir des vidéos de danse sociale. Ça serait à creuser comment l'insérer sans gêner les gens, parce que quand il y a une caméra, on ne se comporte pas pareil, et sans les prendre par surprise ou en traître. Ouais.
Donc le fait que je filmais avec ma caméra plus ou moins en cachette et que je me déplaçais, surtout des fois pas en cachette du tout, je me mettais devant et je filmais des compétitions où je savais qu'il n'y aurait pas forcément un DVD ou une cassette derrière et je voulais ramener ça pour la communauté. J'ai été embauché, entre guillemets, pour aller dans des stages. Ça commence à coûter cher ces histoires d'avion et de stages, en me disant, bah tiens, t'as qu'à venir, tu filmes les compétitions, tu filmes les récaps des cours et tu nous fais un DVD, parce que je faisais un peu de montage. Donc j'ai fait des DVD, du Boogie Swing Toulouse, du truc qui était à la Grande Motte, et je faisais les DVD des camps en échange de ne pas payer mon stage. Attends, c'était quoi le truc à la Grande Motte? Avant la Savoie, il y avait déjà des trucs? Oui, bien sûr, bah, ça continue. Le Six Sun Swing, qui maintenant est surtout West Coast Swing, mais au début c'était l'Indy et les Balboa, c'était Paco qui organisait ça, avec Thomas, et puis Max était dans l'aventure aussi au début. Et j'ai fait le premier DVD. Et j'ai fait Boogie Swing, et puis aussi en tant que photographe, prendre des photos de danse, ça aussi c'est un grand. Comment est-ce qu'on fait la meilleure photo de danse? Et là, moi j'avais l'astuce, c'est qu'avec l'arrivée du numérique, c'est que l'infinité des photos fait que si tu prends 10 millions de photos, forcément dans le tas tu vas en avoir une qui est belle. Ouais. Et j'arrivais avec mes appareils photo et je courais à travers les danseurs et je les prenais en photo avec le bon angle et j'essayais de viser les bons endroits, et avec l'habitude on arrive à faire des sacrés shots, et j'avais des belles photos sans être un photographe de qualité du tout. Je joue sur le hasard et la quantité. Et avec un peu d'expérience, j'arrivais à récupérer des super shots de danseurs. Et j'avais des belles photos au début des années 2000, parce que j'avais un appareil numérique, et il n'y avait pas des masses au début. Et les gens disaient, mais comment tu fais pour prendre aussi belles photos? Je disais, c'est parce que je suis bon, mais en fait, c'est juste parce que j'en prenais un millier, et que j'en montrais 10 belles, mais toutes les autres, c'était n'importe quoi. Et des fois, on m'embauchait pour dire, bah, viens prendre des photos du événement, et puis tu ne payeras pas ton entrée. Ouais, cool. Et l'avantage, là, t'as pas un danseur qui vient te voir pour te dire exactement. Tu m'as pris en photo. Ça, c'est complètement différent. C'est une photo, et justement, t'as une belle photo de moi, génial, est-ce que je peux l'utiliser pour faire ma promo? Là, c'est au contraire. Hein. Et j'étais ravi de contacter mes héros en leur disant, j'ai une belle photo de vous. Et puis comme ça, je savais qu'après, ils savaient comment je m'appelais, et puis je pouvais leur serrer la main et leur faire la bise. Parce que voilà, fréquenter les stars, c'était aussi super sympathique. Et puis pour les présenter aux copains, ils disaient, je suis en bon terme avec Kevin Saint-Laurent, il connaît mon prénom, c'est la classe. Et puis j'étais un peu un groupie, quoi. Et je les suivais partout dès qu'il y avait un stage avec eux. Quand ils rappelaient le quiz, on est allé aux États-Unis juste pour un stage qu'il organisait avec Carla à Washington, et on passait par New York. Et à New York, il y avait une compétition, il y avait le Elsa Poppin, mais l'idée c'était d'aller à Washington ensuite. Et finalement, Kevin et Carla ont été embauchés pour travailler à la télé. Et ils ont dû annuler leur stage pour lequel on était allés. Donc on s'est retrouvés à Washington et il n'y avait plus rien. Et les gens de Washington étaient un peu embêtés pour nous, et on est arrivés et ils nous ont organisé des trucs. Et il y avait Sky qui était là, il y avait Andy, il y avait Nina, il y avait David Dream. Et on ne savait pas qu'ils étaient tous dans le coin, et ils étaient venus, ils avaient des soirées, ils étaient venus aux soirées parce qu'il y avait les Frenchies qui étaient là, et on était venus pour Kevin et Carla sont partis à Los Angeles pour faire de la télé. Et c'était un super bon moment, parce qu'on se baladait à Washington, on nous faisait visiter, et dans les soirées qui étaient des soirées classiques de locaux, il y avait des super danseurs qui étaient là, parce que on était là, et puis comme c'était pas là, enfin c'était super sympa. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais c'était. On parlait aussi on a pas mal parlé de l'importance de la vidéo, du YouTube. T'as quelque chose à dire sur les DVD aussi? J'ai les DVD. Est-ce qu'il y a eu un changement, un cap que tu as aperçu entre... Quand les DVD sont arrivés, ça se copie en un claquement de doigts. Ouais. Donc forcément, les gens commençaient c'était très facile à copier. On faisait des compilations avec un DVD. Tu pouvais te filer un DVD avec les meilleurs moments, et puis on se les échangeait en disant, tiens, j'ai compilé tout ce que fait machin, chose. Et moi, j'avais des DVD par thème, par compétition, par danseur. Et on les échangeait, et c'était facile à faire, on les gravait, on pouvait créer des choses on pouvait éventuellement vendre ou proposer aux organisateurs. Je te fais un DVD de toutes tes vidéos. Il y avait ces récaps des cours qui étaient très, très pratiques. Les gens ils vont dans un stage, ils prennent des notes, et puis à la fin, ils ne se rappellent plus de rien, et quand on leur propose ce fameux récap, ça aussi, ça a pas mal... C'est vrai qu'on a tendance à oublier. Maintenant, on filme nous-mêmes à la fin avec notre téléphone portable. On pense systématiquement qu'on filme le cours avec son petit téléphone portable, etc. Mais il y a eu une autre époque et une autre évolution. Et les organisateurs faisaient en sorte que les professeurs prenaient un temps après
pour être dans une salle et faisaient leur récap avec quelqu'un, et c'était dans le DVD. Et ça donnait une raison de l'acheter. Ça faisait un petit souvenir parce qu'il y avait des vidéos du social. Il y avait un peu de vidéos de social pour dire on vous vend le DVD pour vous montrer l'ambiance. S'il y avait un show, on voyait le show. S'il y avait des compétitions, on voyait les finales. Et il y avait le fameux récap des cours sur le bis DVD, pas la face B, mais l'autre DVD si c'était un gros stage, ou en fin de DVD, les récaps de tous les niveaux, de tous les profs. Ouais, moi les seuls que j'ai achetés comme ça, c'était ceux du Summer Camp en fait. J'ai pas navigoté suffisamment pour aller en acheter d'autres. Et du coup, tu possèdes quand même en fait. Ah ouais, Grown-Up Swing, enfin moi au début, mais surtout Grown-Up Swing après, possède une collection de DVD de début des années 2000 jusqu'à. Quand est-ce qu'on a arrêté d'en acheter? Peut-être il y a 5-6 ans. Des fois, les gens sont allés dans un stage et revenaient, disaient tiens, ce serait bien qu'on achète ce DVD parce qu'il s'est passé plein de choses. Et maintenant, c'est YouTube, il n'y a plus besoin. Mais on a une collection. Et en plus, ces DVD ont une durée de vie limitée. Hein. On dit un DVD, ça vit 100 ans, mais en fait, c'est de la connerie. Hein. Ça prend l'eau, surtout ceux qui sont gravés, et au bout d'un moment, ils sont illisibles. Donc, il faut vite les numériser ou les mettre sur des, les mettre sur des disques durs avant qu'ils meurent, parce qu'il y a des choses qui vont être perdues. Et il faudra faire gaffe. J'espère qu'on pourra aller en sauver quelques-uns s'il y a des choses qui sont restées sur certains DVD uniques. Ton site internet là, que tu avais mis en ligne, il est toujours actif? Le Zoo Society n'existe plus. Par contre, les sites FTP sur lesquels j'ai stocké des choses, je les ai rapatriés et j'ai ça quelque part, des petits. Mais c'est de très 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 basse qualité parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace et ça coûtait cher, donc on compressait à fond. Et c'est pour ça que je dis j'ai des bandes magnétiques qui sont de assez bonne qualité qu'il faudrait que je récupère pour maintenant numériser en plus haut niveau, enfin récupérer en plus haut niveau, plutôt que ces petites vidéos 320 par 200 qui sont très très moches et qui c'est celles qui circulaient au début et qui est encore maintenant même sur YouTube. Donc le jour où j'aurai du temps, il faudra numériser tout ça et récupérer et essayer de voir si on peut pas améliorer un peu la qualité. Donc je suis resté, excuse-moi, je reprends le relais, en Angleterre pendant 6 ans. J'ai créé cette association qui maintenant s'appelait Leeds University Society, Swing Society, quelque chose de simple, que j'ai dû laisser à d'autres parce que j'ai quitté l'Angleterre et je suis arrivé à Grenoble, ce qui est en fait un hasard que je sois à Grenoble parce que c'est là où j'ai fait mes études avant d'aller en Angleterre. Et quand on m'a proposé un boulot ici, je dis je connais, donc je veux bien aller là. Et j'ai rencontré des gens au Summer Camp l'été où je devais rentrer. Et c'était le groupe Fabien, que vous connaissez peut-être tous, qui danse avec Lisa maintenant. Il y avait Olivier Lefel. Alors les autres, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais bon, il y avait un groupe de danseurs de Grenoble qui m'ont dit si tu viens à Grenoble, il faut que tu nous donnes des cours, il faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'ils cherchaient ils voyageaient comme moi je faisais au début, et comme j'enseignais pas mal en Angleterre, et ils m'ont dit si tu arrives à Grenoble, il faut que tu ouvres quelque chose. Donc j'ai voulu bosser. Bon, alors là, je vais peut-être faire plus court pour éviter d'arriver dans des sujets un peu compliqués. Mais quand je suis arrivé à Grenoble, j'ai créé tout de suite l'association Grown-Up Swing en hommage en fait à Montpellier Swing, qui organisait le MSDF, qui était pour moi la référence en France. C'était là où il y avait les meilleurs profs, la compétition, le Jack and Jill qu'il fallait voir ou fallait faire. Et j'y allais au début, avant même de rentrer en France, dès qu'ils ont commencé à les faire. Parce qu'ils faisaient venir, justement, c'est Sky, Frida et compagnie, Kevin et Carla. Et quand je suis arrivé à Grenoble, je me suis dit, déjà, on va appeler ça Grown-Up Swing, l'association. Et le premier stage qu'on fera, le plus gros stage, on l'appellera ça, pas le MSDF, mais le GSDF, ce sera à Grenoble. Et j'ai dit à Terence, je vais faire comme toi à Grenoble, et puis ça sera un autre moment de l'année. Lui, il le faisait en janvier-février, et je lui ai dit, on le fera un autre moment de l'année. Et quand le MSDF s'est arrêté, nous, on a continué derrière, et puis... mais le MSDF, c'était une référence, il fallait être là. C'était si vous voulez rencontrer tous les danseurs de l'indie hop français et étrangers, il fallait être au MSDF en février. C'est entre 2005-2010, ça, non? Je crois que le premier était en 2001 ou 2002, il a traîné même jusqu'en 2006, le dernier. Okay. Et puis Terence est parti. Et il a voulu qu'il n'y ait rien derrière. Je crois qu'il a tout fait pour que tout s'arrête. Il avait créé les Tontons Swingers. Et il a voulu que ça ne soit pas repris. Donc les Swing Jammers derrière, c'était un autre nom parce que Terence souhaitait qu'après lui, ça ne soit pas son truc. C'était son bébé. Et il est parti et il a dit, ça ne sera pas les Tontons Swingers, je ferme l'association, je ferme le truc. Et il n'y aura pas de MSDF. Si vous voulez faire d'autres choses, faites autre chose. Mais pour rendre hommage à Terence c'est celui qui a créé cette association et qui a découvert qui a fait découvrir Thomas, qui leur a donné les fonds, qui les a fait voyager, qui leur a fourni les cassettes vidéo, et Max, et qui les a envoyés à Erang et qui les a exposés au public.
Et voilà, qui me les a fait rencontrer et qui a créé ce festival qui m'a inspiré. Et donc le JSDF était une mixture de MSDF et de Jumping at the Wooside avec ce concept de j'ai trouvé à Grenoble le quartier Saint-Bruno où il y a beaucoup d'écoles de danse et j'ai dit si on les loue toutes pendant un week-end, on aura l'équivalent. Les gens iront de salle en salle. Alors, si vous allez de salle en salle au GSDF, c'est pas parce qu'il faut, c'est parce que c'était mon souhait au départ, qui est cette petite promenade dans le quartier, avec le central à un endroit. Alors, l'idéal, c'était d'avoir là aussi la salle de soirée dans le quartier, mais ça, on n'a jamais pu l'avoir. Au début, on avait pris une sorte de vieille MJC pour le tout premier. Après, on a eu une belle salle de spectacle qui s'appelait Pacifique, mais qui était limitée à 250 personnes, ce qui a vite été une limite. Et maintenant, l'Agora de Saint-Imier, qui était à l'extérieur de Grenoble. Mon premier GDSDF, c'était là-dedans. À Pacifique. Ouais. C'était une belle salle, hein. C'était une très très belle salle qu'ils ont ouvert que pour nous, pour faire danser sur le parquet qui était sous ce tapis de danse, parce que c'était du contemporain qu'ils faisaient là-bas. Et on savait que sous ce tapis de danse, il y avait un plancher. Et ils ont accepté, une fois par an, de enlever ce tapis de danse et de nous laisser danser sur ce plancher. Et c'était magnifique comme salle. Mais cette limite de 250 faisait que quand on voulait venir au GSDF, même pour les soirées, il fallait avoir réservé sa place. On ne pouvait pas venir aux soirées du GSDF si on n'avait pas réservé, parce que c'était limité à 250. Ce qu'on a vite fait, dès le troisième GSDF, donc le premier fois qu'on a fait au Pacifique, c'était le deuxième GSDF, on n'a pas fait le plein. Et l'année d'après, ça a été le plein, et ça a été le plein jusqu'à ce qu'on bouge à l'Agora, parce qu'il fallait qu'on puisse faire entrer plus de gens. C'était trop dommage. Ouais. Mais on voulait que ça soit ouvert à tous, on voulait que le petit jeune qui démarre le swing, qui ne peut pas se payer un truc, puisse au moins venir aux soirées, et on faisait ce fameux niveau flocon, où pour pas grand chose, tu pouvais avoir quelques cours et accès à toutes les soirées, et voir ces fameux profs, et on voulait pousser les débutants à s'immerger là-dedans le plus vite possible, donc on avait ce fameux niveau flocon, moins cher, avec moins de cours, et avoir accès à toutes les soirées, pour les baigner dedans le plus tôt possible. Et puis on voulait ce niveau étoile d'or sous audition pour que ceux qui viennent de loin s'assurent qu'ils soient entre meilleurs avec une audition. Mais tout ça, on a pompé sur d'autres stages. Hein. Tout le monde, on n'a rien inventé à Grenoble. Oui, je pense que les organisateurs s'inspirent les uns des autres de toute façon, comme pour les danseurs aussi. Hein. Une bonne idée quelque part, si elle est bonne... on la récupère. Hein. Les bonnes idées, elles se multiplient. Hein. Je revendique rien à Grenoble Swing. On a piqué à tout le monde. Peut-être que des choses qu'ils ont l'impression qu'on a inventées. Peut-être qu'on a été les premiers à faire un truc ou deux. Mais franchement, je ne sais pas trop qu'on peut dire. Ça, c'est nous les premiers qui l'avons fait. Genre ça, on a tout. Dès que ça nous plaît, on refait. Quelqu'un arrive avec une idée. C'est pour ça qu'on a, je pense, une longévité. C'est que dès que quelqu'un a une idée, on lui dit tiens, ça te fait plaisir de le faire. Alors, j'étais le président longtemps de cette association, mais je lui dis moi je m'en fous que ça coûte des sous. Si tu as envie de le faire, si ça vient d'une envie, juste pas parce que faut le faire, si ça te plaît, alors moi je suis d'accord, on le fait. Et je t'aiderai à le faire. Si c'est vraiment ça vient d'une envie. Fais pas venir des profs juste parce que tout le monde les fait venir. Fais-les venir parce que toi ça t'excite l'idée de les faire venir. C'est toi que tu les veux, ça te fera plaisir. Si ça te fait plaisir, ok. Et il y a des gens qui ont organisé des stages qui savaient que ça allait coûter une fortune, mais on va sortir d'autres noms. Mais quelqu'un qui rêvait, mais Steven Michel, j'adore, je veux le faire venir, il coûtait cher, Steven. Et j'ai dit, moi aussi j'avais envie qu'il vienne. Et on dit, banco, on le fait venir. Et on a fait c'était Swing and Soul. Donc c'était un peu spécial comme concept. C'est aussi un concept qu'on a piqué, ça a été fait dans d'autres villes. Et quelqu'un voulait le faire, et je dis, banco, ça te fait plaisir, Gaël, vas-y, on fait venir tout ça. Et t'as pas le budget limité, mais tu peux plomber un peu la sauce. J'ai l'impression que vous avez réussi à quasiment faire venir tout le monde. Il y en a que vous n'avez pas. Là, on est arrivé à un moment où je peux me dire, moi, ceux qui vont débarquer maintenant, c'est des gens qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Et il y a que Francky que nous, on n'a jamais fait venir ici. Ouais. Mais parce que M. Grimaldi, qui est à l'école de Grimaldi ici, l'a fait déjà. Il l'a fait venir, Francky, donc ça a été fait. Francky est venu à Grenoble. À Lyon, on n'avait pas besoin de le faire venir derrière. Et Francky, je sais pas, je me suis pas dit, il faut qu'on le fasse venir. On pouvait le voir partout. Il venait en France régulièrement, en Angleterre, je le voyais 3 à 4 fois par an. Parce que je pense même, qu'à un moment donné, je pense qu'il savait comment je m'appelais, tellement je venais à ces trucs, à ces speeches. Je l'enregistrais, j'ai plein de... D'ailleurs, je regarde si j'ai pas des interviews où il raconte des choses qu'on n'a pas... Parce que tout le monde essaie de voir, je crois qu'il a raconté les mêmes histoires 50 000 fois, mais j'ai peut-être tellement de choses que peut-être que je pourrais trouver, tiens, ça, je sais pas si je l'ai vu, qui a été dit. Bon, il a fait un livre, il a été interviewé, je pense qu'il n'y a rien qui manque, mais voir s'il n'y a pas des petits bouts de trucs que j'aurais qui n'ont pas été mis en ligne.
Et donc, à force de le voir, de le croiser, de lui poser des questions, peut-être qu'au bout d'un moment, en tout cas, il reconnaissait mon visage. Peut-être qu'il savait que je m'appelais Vinny. Ah, on n'a pas dit pourquoi je m'appelle Vinny. Ouais, Pourquoi pas Vincent? Bah oui, je m'appelle Vincent. Quand j'étais en Angleterre, je disais aux gens, je m'appelle Vincent. Et ces Anglais, ils n'arrivaient pas à le dire correctement. Soit ils le forçaient Vincent, soit Vincent automatiquement. Et puis un jour, il y a une fille qui m'appelait Vinny. Et je dis, oh, ça c'est cool. Et puis elle le disait Vinny, c'était simple. Tous les Français le disaient pareil. Et je dis, bah tiens, je m'appelle Vinny, c'est plus simple. Et je me suis présenté aux Français en tant que Vinny, parce que les Anglais m'appelaient Vinny. Et après, quand ils ont su même plus tard, mais en fait, tu t'appelles pas Vinny, tu t'appelles Vincent. Bah ouais, bon, c'est trop tard, maintenant on va t'appeler Vinny. Et quand je suis arrivé à Grenoble, ils m'appelaient Vinny et c'est resté. Donc maintenant, j'utilise un peu Vincent pour les enregistrements de compétition, pour essayer de séparer le truc. Mais voilà, c'était Vinny parce que les Anglais, ils n'arrivaient pas à dire Vincent comme ça me plaisait. Et je me suis fait appeler Vinny. Et quand j'ai croisé les Français ensuite, ils m'ont appelé comme les Anglais m'appelaient. Donc voilà, Vincent et Vinny sont la même personne pour ceux qui voient les posts et des vidéos ou des noms qui circulent. Ça rend pas trop schizophrène, ça va? Non, ça. Avant, je me disais, tiens, quand je fais du Lindy, je m'appellerai Vinny. Puis quand je fais du Balboa, je m'appellerai Vincent. Mais ça. Merci, transition toute trouvée. Comment tu as rencontré le Balboa? Comment tu es venu à ça? Super, le Balboa, il va falloir qu'on en parle parce que ça fait partie récemment dans les décisions que j'ai prises importantes. Donc le Balboa, qui c'est qui me l'a montré en premier? Je sais peut-être bien Sylvia ou Sykes, quand je l'ai vu, Annelle Bernard qui commençait à faire ses petits testeurs dans les stages de l'Indy où ils allaient à Jumping and Suicide par exemple. Annelle Bernard était souvent invitée pour faire le Balboa. Ou Bruno et Véronique qui faisaient du Lindy, qui montraient aussi un peu de Balboa à côté. Sylvia Sykes avec Jason Christoldou, je crois que c'était. Et puis après, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait comme partenaire. Et oh la vache, j'ai quand même pas oublié son nom. Rob. Rob Van Haren, les Hollandais, les Hollandais qui sont à San Francisco, qui montraient aussi régulièrement, ils étaient avec Sylvia, mais qui étaient invités à Jumping très souvent, qui étaient à Erang, et qui montraient du Balboa. Et je trouvais ça marrant, cette petite danse un peu plus dans le jeu de jambes, qui flottillait. Je pense que j'avais pas la bonne idée de ce que c'était vraiment, mais ça me plaisait d'en insérer un peu dans le Lindy. Et puis les gens venaient me voir en me disant c'est cool ça. Je dis ouais, quand je fais ça, les gens sont impressionnés. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu. Et j'avais une partenaire qui aimait bien ça aussi, qui s'appelait Fiona. Et des fois on se mettait dans un coin, et puis on flottillait sur la piste de danse en faisant ces petits pas. Et on savait que ça impressionnait les gens, donc on faisait les cacous avec ce truc-là. Mais si je me voyais, j'espère qu'il n'y a pas de vidéo de moi qui danse comme ça. Et c'était certainement pas du Balboa correct. Mais c'était l'idée que j'en avais au début. Et pour moi, c'était juste une option. Donc, on faisait du Lindy, puis on mettait des pas de Balboa dedans. Voilà. Mais faire que du Balboa, c'était trop limité, le Balboa, bien sûr. C'était juste du petit flottillement avec ces petits pas de base. Le concept de ball swing était complètement étranger. Mais c'était enseigné comme ça. Ils essaient de le séparer du Lindy en disant c'est complètement différent. Donc, on vous montre ce pas. Alors que finalement, ça s'embrique quand même pas mal. Peter Loggins a fait une conférence qu'on a faite à... Ah si, ça on est très fiers à Grenoble, c'est grâce à François Bouloc. Quand on a fait venir Peter Loggins une fois pour un Tiny Balboa, il a fait l'histoire du Balboa sur un tableau, et on l'a filmé, et on l'a sous-titré, je faisais la traduction, et on a fait une vidéo qui traîne sur Dailymotion et YouTube, où on voit, il raconte toute l'histoire, et il y a un tableau blanc qu'on a re-scanné à la fin, où on voit l'évolution, parce qu'il montrait comment le Balboa, je ne vais pas reparler de ça maintenant, mais toute l'évolution du Balboa sur la péninsule Balboa, avec des sous-titres de ce qu'il dit, de Peter Loggins. Il a dû faire cette conférence à d'autres endroits, mais nous on l'a, et on est très fiers. Et voilà, donc je me suis intéressé plus au Balboa de plus en plus pour voir ce que ça représente, et puis de voir les danseurs. Alors je pense que tout le monde au début dansait le Balboa, pas du tout comme il fallait. Ah oui, alors ça c'est intéressant, le fait que des vieilles vidéos des années 20-30 qui ont ressurgi un peu tard, ont commencé à remettre d'équerre sur qu'est-ce que c'était le Lindy de l'époque. Et ces fameux jeunes qui dansaient pas bien l'Indy, finalement, ont montré que quand tu le danses socialement, finalement, tu vas te remettre à le danser comme c'était à l'époque. Ceux qui le dansaient de façon stage, qui le faisaient, qui ne savaient pas le guider ou le suivre correctement, qui le faisaient que comme ils l'avaient appris ou vu, ne le dansent pas exactement comme il faudrait. Et à partir du moment où tu le danses en social à fond, finalement, tu te remets à danser comme il faut. Et c'est l'efficacité qui donne la véracité. Et après, les gens corrigeaient en regardant est-ce que ça a déjà été fait. On se rend compte qu'on n'a rien inventé. Si tu penses que tu as créé un mouvement, tu vas peut-être trouver une vidéo des années 30 où quelqu'un l'a déjà fait. Et qu'en bossant, finalement, les jeunes qui dansaient le Hollywood style et qui avaient cette influence disco, Michael Jackson et compagnie, finalement revenaient aux racines juste en s'entraînant et en dansant socialement. Parce que c'est la différence qu'on a par rapport à ces danseurs des années 30, c'est qu'eux, ils avaient leur propre influence, mais nous, on a
80 ans après, d'évolution de la musique et de la danse. On a le hip-hop dans les yeux et dans la tête. Donc forcément, on a peut-être à changer des choses, à apporter des trucs. Mais finalement, on regarde que les danseurs qui ont été très jeunes et influencés par le hip-hop et Michael Jackson et compagnie, finalement, arrivaient à redanser comme c'était avant. Donc nettoyer et arriver à revenir aux racines, parce qu'il y a eu ces batailles à ces moments sur le style authentique, qu'est-ce qui est vraiment Savoy style, Hollywood style, smooth style, qu'est-ce qui est vraiment vrai, et est-ce que les gens commencent pas à faire du hip-hop style, et que c'est plus vraiment... et ces fameux danseurs qui dansaient pas correctement reviennent dessus, et finalement on peut plus rien leur reprocher, ils dansent vraiment... C'est d'authentique. Puis est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est grave si jamais ça évolue un peu? Mais le balboa, on essaie, je sais pas pourquoi on a plus sectaire en balboa, où on dit non, balboa, il faut quand même que ça reste comme ça. Et donc le balboa, à force de m'y intéresser, je me sentais limité, c'est pour ça que j'en faisais pas tant que ça. Je trouvais qu'en balboa, on pouvait pas faire grand-chose, alors qu'en ligne, on pouvait beaucoup s'exprimer. Et puis là, j'ai commencé à comprendre des choses, et maintenant, en balboa, je vois tout le potentiel, et comme on peut plus tout faire, parce que je rappelle que je fais pas ça à temps plein, que je suis informaticien à la base, donc j'ai un boulot à côté, j'ai une famille, j'ai un bébé, un petit garçon, et j'ai d'autres activités à côté. J'essaie de faire plein d'autres choses, donc je peux plus tout faire. Et puis j'ai fait une croix sur un jour gagner des compétitions en indie hop de haut niveau, parce que les jeunes arrivent et ils bousculent tout le monde. Et en 2 ans, on peut former un danseur qui t'envoie sa cavalière, qui fait des accros que tu n'arriveras jamais à faire toi, et qui ont un style inné. En compétition, j'arrive même plus à passer les premiers tours en Jack Engine, même le plus bas niveau. Je descends en catégorie, j'arrive pas à passer les premiers tours. Donc c'est même plus la peine que j'insiste. Mais en balboa, parce qu'il y a une sorte de sophistication, et parce que et peut-être on a peut-être une longévité plus longue en balboa, j'arrive encore à tirer mon épingle du jeu avec ma partenaire et femme Katrina. Et surtout parce qu'elle veut faire plus que ça. Donc quand on a du temps pour s'entraîner, c'est balboa. Donc, et toi, ton cœur maintenant, il balance plus sur du balboa? J'adore toujours le lindy, je pourrais jamais m'arrêter. Là, on va aller à la Savoy Cup l'année prochaine. On va faire la battle, je vais faire du lindy. J'essaie de toujours en faire, je l'enseigne toujours, je l'enseignerai toujours. Mais j'évolue plus dans cette danse. Je régresse presque, je radote. Il n'y a qu'en balboa où j'arrive, où je sens encore des choses, je découvre des choses, on invente des trucs, on crée des choses, on vole, et des fois je vois des danseurs, je dis je t'ai piqué ce mouvement, et ils ne le reconnaissent pas parce qu'au début je me suis inspiré, puis à la fin ça ressemble à autre chose, et je viens leur dire ça c'est basé sur ce que tu as fait là, et puis à la fin je t'ai transformé et ça est devenu autre chose. Et ça je le faisais en ligne au début, et là je n'ai plus qu'en balboa, donc c'est excitant d'avoir encore un moyen de s'exprimer, de créer des choses. Et encore des chances d'avoir des résultats en compétition, et on voit l'évolution, je progresse encore. Donc ce balboa, c'est... Et sur le solo jazz aussi. Le solo jazz... jamais connu en solo, et puis en fait... Mais les Dopijo, c'est nous on avait... oui, alors le solo jazz, il faut quand même une sacrée présence de danseur, de carrure de danseur et d'élégance que je n'ai pas. Donc je pourrais jamais faire beaucoup, mais j'aime bien le concept de solo parce qu'il y a une rythmique et une créativité, et en chorégraphie, il y a des choses sympathiques à faire. Et je m'en sers comme échauffement et comme moyen d'insérer des choses en balboa ou en lindy. Mais je l'enseigne encore, je fais des stages de temps à autre. Avec Fabien et Olivier, on avait créé les Dopijos il y a 10 ans maintenant. On se disait, est-ce que dans 10 ans ça sera vintage, est-ce qu'on pourra faire ça dans une compétition vintage? Et on avait fait ce petit trio Jazz Route, où on avait des épisodes. On avait le premier épisode des Opidjo, puis ça raconte une histoire, puis il y a le deuxième épisode, ils sont en prison, et puis le troisième épisode, ils sont sortis de prison. Et on a fait ça en pouvant les présenter au GSDF justement. Et on avait ce petit trio en Jazz Route. Et c'est vrai que j'aime bien ça, j'essaie d'aller dans des stages, j'essaie de me pratiquer. Mais là aussi, il y a un entraînement nécessaire, et là, c'est vraiment pour des vrais danseurs. Parce que ce qui est intéressant en lindy hop, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une élégance, une posture de danseur pour être bon. Si ça fonctionne, si c'est rythmique et que c'est cool, ça peut être chouette. Mais dès que tu es en solo, ça se voit. Si tu n'as pas la grâce, il y a comme une certaine grâce qu'il faut avoir, tu pourras toujours t'amuser, il faut que tout le monde le fasse. Mais si tu veux vraiment être bon et que ça se voit sur une vidéo, il te faut quelque chose... que moi je pense que j'aurai jamais, ou que j'aurai plus. Ouais, c'est... ça se voit quand quelqu'un c'est un danseur. En jazz et en swing lindy, ça se voit pas forcément. Mais parce qu'il y a des bons danseurs qui n'ont pas forcément la posture et la grâce, mais ils sont très 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 forts. Mais le jazz roots, ça expose un peu les danseurs. Si jamais tu n'es pas... si t'as pas
le physique et la grâce en jazz haute, tu vas avoir ton plafond de verre qui va t'empêcher d'aller au-delà. Ouais. Aussi rythmique, ou alors peut-être que tu peux te rattraper sur l'aspect loufoque. Ouais, Il y a ça, il y a des danseurs qui n'ont pas de grâce, mais ils sont tellement amusants et musicaux que tu les aimes bien et qui peuvent arriver à faire des résultats en compétition ou avoir des shows qui sont délirants. Et ça, c'est un truc sympa. En solo de jazz, je sais pas. Peut-être un clown pourrait réussir à faire des trucs sympathiques sans avoir la grâce d'un danseur, mais avec du contenu amusant et chorégraphiquement intéressant. Donc voilà, mon futur, c'est le Balboa. Mais je ferai toujours du Lindy à côté et je l'enseignerai toujours et je participerai toujours à tout projet qui m'amuse. Et il y a des... Donc tu m'as dit Francky, mais il y a d'autres profs que vous auriez aimé faire venir sur le GSDF et que ça n'a pas été possible Pour cause de mort ou d'exclusion de scène? pour tout un tas de raisons. Non, dans les stars qu'on regardait avec admiration, moi personnellement j'ai pu faire tout ce que je voulais. Après, il y a les nouveaux qui arrivent là, qui sont admirables, qu'on fera venir, où je laisserai les autres les faire venir, où j'irai les voir. Est-ce que j'ai des regrets? Il y a Nils et Bianca alors. C'est marrant, mais c'est exactement ça que j'avais en tête. Sûr. Nils et Bianca, je voulais les avoir pour un GSDF, je les ai quasiment pré-bookés pour l'année prochaine, parce qu'ils m'ont dit on peut pas, parce qu'ils ont une sorte de compétition en même temps que le GSDF, puis ils ont dit mais l'année prochaine on va se débrouiller pour ne pas y être pris. Je pense qu'ils ont 2 ans devant eux. Mais comme je ne suis pas sûr d'être à l'orga du prochain GSDF, je ferai en sorte qu'ils les prennent. Et s'ils veulent, hein, je vais imposer rien du tout. Mais c'est vrai que Nils et Bianca, dans les couples qui déchirent tout, c'est vrai que c'est ceux-là qu'il faudrait faire venir ensuite. Mais en plus, pour les avoir vus à Erang cet été, ils déchirent. Et puis ils sont tellement jeunes. Alors, en fait, ça c'est un truc intéressant, c'est que on fait venir des danseurs qu'on est en admiration, mais en fait on n'a aucune idée de ce qu'ils valent comme prof. Ouais. Et moi, ma théorie, c'est je m'en fous, même s'ils étaient mauvais comme prof, juste parce que ce qu'ils inspirent par leur présence, s'ils sont pas bons en prof, peut-être qu'ils le deviendront plus tard, mais ils sont là, on va les voir, ils vont peut-être être méchants avec les élèves, peut-être qu'ils vont mal expliquer, mais leur présence va faire quelque chose et ça fait tellement plaisir de les faire venir ou de les présenter que ça pourrait suffire. Il y a des profs, on disait, est-ce qu'on vérifie si c'est des bons profs? On s'en fout, Nils et Bianca, c'est magnifique de savoir que c'est des bons profs, mais juste de les faire venir, ça suffit. Ils sont tellement jeunes et déjà, ils ont quel âge? Ils ont 20 ans, 21 ans? Moi, je dirais entre 25 et 30. Ah bon, déjà? À mon avis, je pense ils sont déjà atteints les 25 ans? Pas pour Bianca. Ouais, je dirais 25. Eh ben, on leur demandera quand ils sont là. On leur demanderait, ouais. Mais ils sont en tout cas très jeunes. C'est jeune, 25 ans. Hein. M'en parle pas. Et c'est fabuleux. Et en termes de, ils étaient bizarres au début. J'ai trouvé bizarre. Et puis putain, mais il m'a mis une claque une fois quand je l'ai vu à la Savoy. J'ai dit mais c'est des génies. C'est des génies. Ouais. Ils font des trucs authentiques. T'as l'impression qu'ils piquent tout ce qui est dans les cassettes, mais ils te le placent. Ils ont tout compris, ils sont fabuleux, ils inventent des trucs, ça ressemble à de l'authentique, peut-être que ça a déjà été fait, mais ils te le balancent, et puis ils sont qu'au début, j'en suis sûr. Mais là, il y a une relève qui arrive, là, d'une nouvelle génération. Les gens vont dire maintenant, ceux qui n'ont pas connu avant, Nils et Bianca, c'est la référence, des shows, ils éclatent, ils arrivent, si t'es en phase 2, t'as déjà perdu. Il y a un peu de ça, ouais. C'est en tout cas, Je vais sortir des histoires que j'ai racontées. À un moment, il y avait une conférence de Sylvia qui disait voilà, si vous voulez progresser, nanana, il faut faire ça en compétition. Puis elle racontait toutes ces histoires de compétition. Puis elle disait voilà, bon, c'est en compétition, mais bon, si vous êtes face à Max et Sky, bon, il y a probablement une chance que vous puissiez pas gagner. Elle sortait ça comme ça. Mais c'est vrai que tu baissais les bras face au génie. Et là, ouais, ça fait plaisir de se reprendre des claques. Moi, j'aime bien aller dans une compétition, me mettre au premier rang, m'asseoir et de me dire, putain, ça fait X ans que je suis devant ces compétitions et je suis encore sur le cul, quoi. Ouais. Et je me lève et je vais voir le danseur et je lui dis merci, quoi. C'est grâce à toi, tu viens d'impressionner encore. J'ai vu des compétitions depuis X ans et je suis encore en admiration. Donc je viens de te dire, je te l'ai peut-être déjà dit il y a 5 ans, je te l'ai déjà dit il y a plus d'1 an. Et encore une fois, tu viens de me donner une claque. Ou un petit jeune qui vient de faire un truc génial. Je lui dis, mais c'est génial ce que tu viens de faire. Tu sais pas qui je suis, mais je te dis, je m'y connais un petit peu et je dis pas ça à tout le monde. Et là, c'était bien. C'était vraiment bien. T'as encore le mojo, le feu sacré. Et j'aime bien être impressionné, j'aime bien voir, tiens, je pensais avoir tout vu, et puis là, il y a quelqu'un qui déchire, un couple qui fait des trucs super, et c'est cool. On n'est pas encore blasé. Ouais, clairement. Le jour où je serai blasé partout, bah, il faudra que je fasse autre chose.
Pour se diriger gentiment vers la fin de cette conversation, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à des débutants, des newbies qui débarquent là depuis pas longtemps En tant que danseur, en tant qu'organisateur, en tant que créateur, en tant que danseur principalement, et puis si tu as des conseils aussi pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans un événement, tu as une belle expérience d'organisation d'événements, ou conseils de compétiteurs, peu importe, tout est bienvenu. Pour la danse, il faut... je dis aux débutants, trouvez-vous des chouchous. Je fais ces petits concours, je leur dis regardez cette vidéo, puis comptez-moi les swing out, combien de fois ils se touchent les mains, combien de fois ils clapent, combien de cravates, quelle couleur, ces machins. Mais le seul but, je m'en fous qu'ils comptent les claps, c'est qu'ils regardent la vidéo. Et à la fin, ils me sortent un chiffre qui est à côté de la plaque. Je dis c'est pas grave, t'as vu la vidéo, elle t'a plu. Bon. Et puis je leur montre une autre, et puis ainsi de suite. Et je dis bon, maintenant que t'as vu 50 fois que c'était toujours le même nom qui ressortait, et t'as compris que sur YouTube, tu fais une recherche, tu tapes lâché, en général, tu vas tomber sur des trucs sympas. Et trouvez-vous regardez et inspirez-vous, et puis quand vous avez un chouchou, commencez à vous renseigner sur ces personnes et regardez tout ce qu'ils ont fait et inspirez-vous, soyez inspirés et ça vous donnera une bonne direction. Regardez pas juste votre prof, même s'il est bon. Si vous avez la chance dans votre ville d'avoir un prof international, tant mieux. Mais votre prof, il va vous donner des trucs, mais ça suffira pas. Dansez pas comme votre prof. Regardez tout ce qui se fait et la lune est la limite. Sky is the limit. Regardez ayez des chouchous et soyez des groupies, soyez lamentables, traînez-vous, attendez la sortie des loges et puis lancez-leur des fleurs. Ça va vous motiver et puis imaginez qu'un jour vous pourriez être eux, même si peut-être ça n'arrivera jamais, mais ayez comme ambition sans limite, parce que c'est super quand on danse, il y a pas trop d'équivalent. Et la créativité, le rythme, et cette musique, ce swing, qui en fait est beaucoup plus proche pour moi que la salsa, qui est latin. On n'est pas latin vraiment, mais le swing, c'est américain certes, mais c'est français aussi. Il y a le jazz à Paris, les caveaux, tout ça. On a ça en nous. Et c'est encore vivant. Regardez n'importe quel film de Pixar qui sort chaque année. C'est quoi la musique de fond? C'est du swing. Ouais. Donc le swing n'est pas mort. Le rock, c'était rigolo, c'était cool, mais c'est passé. Alors que le swing, c'était peut-être un accident dans le swing qui est du rock, mais le swing est toujours là. Et il ne mourra jamais, même s'il y a d'autres trucs à côté et puis que ça évolue et tout ça. Et c'est encore moderne, c'est encore d'actualité. C'est créatif, c'est social, c'est un business. Social plus business plus créativité, forcément, ça fait le feu aux poudres et il se passe plein de trucs et ça explose. Et il y a des problèmes juridiques, sociaux, etc. Et les affaires et ces machins-là, forcément... mettez Mick Jagger au milieu d'une foule de filles en furie, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, il y a ce système de stardom qui existe et tous les problèmes qui vont avec, d'abus et de sécurité, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait lancer son premier festival? Est-ce qu'il y a un piège d'entrée de jeu que tu pourrais lui éviter de tomber dedans? Alors, il y a une double discussion là-dedans. Il y a le problème juridique des associations. Mais ça serait le truc. Alors, je le dis dans l'interview, c'est qu'à Grenoble Swing, on a des informations intéressantes qu'on peut pour l'instant pas diffuser tant que ce n'est pas terminé. Mais j'espère que ça sera terminé un jour, on pourrait avoir un sorte de petit recueil d'informations très intéressant pour les associations qui veulent... s'épargner des problèmes parce que on récolte des informations, on a des contacts mais on attend de terminer plein d'histoires pour arriver à avoir une vision d'ensemble et pouvoir expliquer les choses. Et c'est compliqué ce concept d'association loi 1901 dans le domaine des écoles, associations et business, parce que les associations c'est un truc super cool où ça se monte en un claquement de doigts et ensuite on a une structure pour pouvoir faire des choses. Et ça peut très très vite être chaotique et bordélique et les gens peuvent vite faire n'importe quoi. Et alors, le n'importe quoi, c'est bien aussi, mais ça peut causer du tort. Déjà, à la propre association, le jour où elle peut avoir un problème, l'URSSAF peut arriver et puis vous dire, vous savez que tous ces gens qui travaillent bénévolement, vous êtes sûr qu'ils sont vraiment bénévoles, parce qu'avoir son stage gratos en échange de tenir le bar, et ben en fait, c'est interdit. C'est pas du bénévolat. Tu voyages, tu vas à tel endroit et en échange tu fais tes photos. Bah non, soit t'es photographe professionnel et t'es payé, mais tu peux pas avoir. Le bénévolat c'est compliqué. C'est compliqué. En fait c'est très simple. Mais on dit les bénévoles et ce serait bien. Vous faites ça et en échange de quoi si c'est du bénévolat? Il y a en échange de rien du tout.
Et c'est lourd en fait d'avoir ça. Et après, il y a plein de choses qui ont des coûts que les gens ne payent pas forcément. Et quand on se rend compte de ce qu'il faudrait payer, la SACEM, ça coûte très très cher. Il y a peut-être des gens qui ne la payent pas. La SACEM peut arriver et faire des dégâts en disant vous devez tant. Et puis il y a des tas de choses. Alors ça je peux le dire, c'est que vous savez qu'à chaque fois que vous faites venir un prof étranger en France, eh ben, il y a une taxe à payer sur leur salaire que je ne sais pas combien de gens en France la payent, cette fameuse taxe de 15% sur tous les profs anglais, suédois, espagnols, allemands, italiens qui doivent être payés pour chaque prof qui donne des cours en France. Ah ouais. Et ça, c'est obligatoire. Alors, vous devez la payer que le jour où vous avez un contrôle. Mais après, il faut le rattraper. Les profs français, il n'y a pas besoin, et les profs américains, il n'y a pas besoin, pour je sais quelle raison. Donc ça, c'est des trucs à la con qu'on ne sait pas. Si un jour vous faites une vidéo et que vous voulez la vendre, et ben, il y a une SACEM très particulière dessous qui coûte une fortune. Et tu peux couler une organisation juste parce que tu ne l'as pas payé si jamais tu te fais choper par la SACEM parce que tu as mis une vidéo avec de la musique dessus et que tu as essayé de le vendre. Donc ça, c'est le truc à ne pas faire. Ouais. Donc tous ces fameux CD qu'on faisait dans le passé, c'est le truc. Heureusement que c'est dans le passé. Mais bon, vous l'aurez compris, il vaut mieux devenir danseur que organisateur. Mais bon, tout le monde n'est pas contrôlé. Mais bon, il est possible que le jour où les impôts commenceront à avoir du temps libre sur leurs mains, alors avec l'impôt à la source, ils vont peut-être commencer à en avoir du temps libre et commencer à s'intéresser à toutes les assos en France et voir qu'il y a beaucoup d'argent qui est brassé et beaucoup de choses qui ne sont pas payées et qui devraient l'être, et récupérer pas mal de choses et faire des dégâts. Donc voilà, je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a à faire parce que c'est très compliqué, mais ça pourrait faire l'objet d'un épisode en entier. Il faut à un moment donné qu'on donne les informations qu'on a à Grown Up Swing sur tout ce qu'il faudrait en théorie faire et tout ce qu'il faut faire pour se protéger en cas de problème. Parce que les associations ont des droits, s'il y a des organisations bien particulières qui sont très précises, si vous vous comportez de telle façon, alors vous avez le droit de ne pas payer ci et ça. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'il faut l'expliquer et il faut bien le défendre le jour où il faut l'expliquer. Et ça nécessite aussi de ne pas faire ci ou pas faire ça et d'avoir un certain nombre de membres et de faire un certain nombre d'événements que pour ses membres. Et la majorité des associations en France ne font pas ça. Et le jour où ils auront des problèmes, ils ne pourront pas dire « Ah oui, mais en fait, on est ce type d'association. » Bah non, parce que vu tout ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas dire que vous êtes ce type d'association. Donc, si on vous demande de payer ça, ça, ça et ça, et ben, vous ne pouvez que dire « Bah oui, on va le payer, mais voilà, donnez-nous du temps. » Et ça devient compliqué. Donc, si vous voulez commencer à démarrer une organisation, contactez Grown Up Swing, on vous donnera quelques infos. Mais hormis cette histoire juridique, parce que c'est peut-être une chance sur 1000 que ça vous tombe dessus, faites-vous plaisir. Et puis commencez petit. Faites des choses petites. Ouais. Faites un truc sympa. Commencez à créer une scène avec un petit cours, des petites soirées. Faites des soirées. Faites danser les gens. Les gens qui font un cours par semaine et puis c'est leur petite activité comme la couture une fois par semaine. Ces gens-là, ils vont pas continuer longtemps. Ils vont faire ça jusqu'à qu'ils ont l'impression de comprendre et puis ils n'ont rien compris s'ils sont pas allés danser. Donc il faut les pousser à danser en soirée, qu'ils fassent du social. Le truc idéal, c'est un cours qui s'enchaîne avec une soirée. C'est pas toujours possible. Mais si vous pouvez faire ça, ceux qui auront fait ça, cours plus soirée, ils vont faire du swing longtemps et puis ils vont devenir des piliers importants de votre scène swing. Ils vont devenir professeurs rapidement, ils vont organiser, ils vont faire des choses et puis peut-être un jour, ça sera les futurs Nils et Bianca. Oh yeah. Pousser les jeunes qui sont motivez-les encore plus. Bon, s'ils sont motivés, il n'y a pas besoin, mais utilisez-les, canalisez leur énergie. S'ils ont envie d'enseigner, ok, peut-être que si vous voyez qu'ils ne sont pas prêts, bah, faites en sorte qu'ils le soient, expliquez-leur ce qu'il faut qu'ils fassent, plutôt qu'ils se lancent tête baissée tout seuls, canalisez ce qu'ils font, et organisez des soirées, organisez des stages, faites venir ces fameux chouchous que vous avez. Commencez petit, voyez comment ça se passe. Si vous êtes inspiré par un gros stage, bah, faites pas le gros stage tout de suite. Vous voyez comment ça se passe, parce qu'un gros stage comme le GSDF, c'est titanesque à organiser, c'est fabuleusement compliqué. Et commencez par faire un stage à 2 couples, et vous verrez déjà comment ça se passe. Puis imaginez quand vous en aurez 5, bah, c'est exponentiel, hein, c'est pas juste 2 fois 5 plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que 2 fois plus. Et la musique, pendant les soirées, pendant les stages, c'est important aussi. La bonne musique.
Quand vous voyez un DJ dans les grands événements qui est bon, demandez-lui qu'est-ce qu'il joue. Ça fait toujours plaisir. Ne piquez pas la musique au DJ, mais de poser leurs questions. Dites au DJ, tiens, c'est cool ce que tu as joué, c'était quoi? Ils vous le diront avec plaisir. Ne demandez pas, filme-moi ta musique. Dites-lui, qu'est-ce que tu joues? Oh, c'était bien ça, c'était bien ça. Et puis petit à petit, vous aurez des noms qui reviendront et puis vous saurez vers quoi vous orienter. Et puis ce DJ, embauchez-le pour votre stage et vous aurez de la bonne musique. Et les orchestres, des bons orchestres, plutôt que le groupe local qui fait de la salsa puis qui vous dit oui, mais du swing, je peux vous faire aussi. Eh ben, ils vont faire du swing, oui, c'est sûr, mais ça ne sera pas par rapport à un vrai groupe de swing. Donc quand on dit oui, du swing, on peut aussi faire, c'est un mauvais début pour une conversation. Trouver un groupe qui fait du swing, un groupe qui sait ce que c'est et qui en joue comme c'est ce qu'ils font pas, ils peuvent aussi en faire. Mais bon, même si vous faites tout mal au début, à partir du moment où vous avez commencé, c'est déjà bien. Et puis vous corrigerez après. Merci Vinny. Merci pour cette discussion et pour ces nombreux conseils qui seront très utiles. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Blah blah swing.